RDS et Balco présente le petit paquet. Bienvenue au 106e épisode de votre podcast de lutte préféré. François Côté au micro, à ma droite. Il est beau, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un peu plus à l'intérieur. Beaucoup plus à l'intérieur. C'est un des êtres humains les plus merveilleux que vous aurez la chance d'entendre et de connaître, Mathieu Poulain. Ça vaut la peine la semaine passée d'avoir dit Stéphane, je me mélange de nom, ça part bien. François, profite de tes vacances, écoute, pas de trash talk. D'ailleurs, pour tout le monde, la raison pour laquelle il a mis ses manches longues aujourd'hui, c'est pour cacher son bronzage qui est comme particulièrement apparent sur les bras. Donc, il n'est pas égal, c'est que le dessous des bras est encore blanc. Le dessus est pas si pire. Moi, je pense que mon dessous de bras n'a jamais bronzé de ma vie. Là, en fait. Mais toi aussi, François, tu es une personne merveilleuse. Merveilleux. Puis à l'autre bout de la table, lui, à l'extérieur, c'est sur la pente descendante depuis les dernières années. À l'intérieur, il continue de pourrir jour après jour Stéphane Morneau. J'aimerais ça dire que je suis content de te revoir, mais c'est ça. Mais ça lui donne tellement de personnalité. Non, j'irai pas jusque-là. Et c'est comme ça qu'on fait un intro de show. Fait que, apprenez ça comme faut, là, parce que... Tu l'as même pas écouté. Essaye pas. Je vous ai écouté dans l'avion, puis le petit paquet... Ah, mais on a décidé 15 secondes avant d'entendre le thème que c'était lui qui l'idée. Fait que ça, on n'a pas vrai. C'était quasiment un roche-papier-ciseaux. Je vais fais ça. Tu sais, d'habitude, quand c'est toi, on se prépare comme 45 secondes avant le début du show. Là, avec lui, c'était 15 secondes. Fait que ça a donné ce que ça a donné. J'étais aussi préparé que Kelly pour ses entrevues. Bon. Au palais, ça fait mal. Je rentre pas dans ça. Beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière semaine. On va commencer tout de suite. On va commencer à faire le tour de quelques... On va commencer par le négatif, parce qu'après ça va être clenché, puis on va pouvoir parler d'affaires le fun. Un décès dans le monde de la lutte cette semaine, Ashley Massaro, c'est ça, qui a gagné le Deva Search en 2005. J'hésite depuis tantôt. Je l'ai écrit de 40 manières différentes, son nom. Monsanto, exactement. C'est comme la fille de Ninja Warrior, la blonde de Ricochet. Là, je pense que ça va me prendre 3 ans avant d'être capable Cantanzaro? Cantanzaro. Cantan, ok, bon, en tout cas. Un jour, je l'ai. Exactement. Donc, je l'ai sûrement pas dit correct. Fait que c'est comme, non, c'est Cantanzaro. Je pense qu'il y a un N de trop, en tout cas. Belle manière de traiter, d'honorer avec respect le décès d'un membre de la famille de la lutte professionnelle. Ashley qui est décédé des suites de son suicide. Cette semaine. On va dire ça de même. C'est une nouvelle très triste. C'est très jeune, de 39 ans, souffrait de dépression depuis plusieurs années. Puis là, en plus, on entend toutes sortes de choses qui sont dures à prouver elle a déjà claimé dans une poursuite que dans un tour avec la WWE en Arabie Saoudite qu'elle avait été violée par un membre des forces armées, que tout ça aurait été enterré, que Vince et compagnie lui auraient demandé de ne pas en parler. Parce que là, la WWE nie toute l'histoire. Au final, c'est une fin triste pour quelqu'un beaucoup trop jeune. Ouais, surtout ça qu'il faut retirer, comme Ashley Massaro a une jeune fille, elle est rendue à comme 18-19 ans. Elle n'a pas été là très très longtemps à la WWE, donc on peut pas dire qu'on a un souvenir marquant dans le ring, mais ça reste une jeune femme qui s'est suicidée, là, donc ça reste malheureux. Puis ceux qui l'ont côtoyé se sont tournés vers les médias sociaux, c'était assez unanime. Ouais. T'sais, pour ce qui est de l'histoire, on pourrait faire l'équation qui n'était pas en très bon terme avec la WWE, donc on pourrait essayer de tirer des conclusions, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible. Si l'histoire qu'elle raconte est vraie, c'est complètement horrible. Ça compte dans la WWE est complètement evil et amoral. Ouais, non, puis tu sais, on serait-tu surpris? Pas tant, mais tu peux pas non plus lancer des accusations comme ça. À tout vent, donc ça reste un événement malheureux, ça ressort du mauvais, puis ça ressort aussi une espèce de sous-texte que les voyages outre-mer de la WWE sont pas toujours appréciés par le personnel. Tu sais, au-delà de la politique, puis de l'argent, puis de l'Arabie, tu sais, l'association avec l'armée américaine, c'est pas unanime non plus. Les Fight for the Troops, oui, il y a un gros bassin qui aime ça, mais t'en as là, des lutteurs qui travaillent pour la E, qu'ils trouvent pas ça si intéressant que ça d'aller encourager la guerre. Donc, tu sais, c'est comme...
ça a toujours été très... La business prend cette direction-là, puis suivez le train. Donc, ça se peut que dans ce chemin-là, ben, tu as des lutteuses comme Ashley Massaro qui se sentent un peu à l'écart ou qui cadraient moins ou que leur valeur n'allait pas ou qui vivent des événements qui fait que, ben, pour elles, c'est carrément dégueulasse. Donc, tu sais, on l'oublie un petit peu, cette personnalisation-là de la WWE quand c'est une aussi grosse machine. Donc, ça, c'est malheureux. C'est mis à part l'histoire absolument horrible là, du viol tel qu'elle l'a raconté, qu'on peut pas, on pourra jamais savoir si c'est vrai ou faux. Ça, c'est malheureux, mais ça fait en sorte qu'on peut pas vraiment se prononcer sur ça. Cela dit, avant ça, il y a eu d'autres des événements malheureux, plus, disons, liés à la réalité de la lutte qui était ressortie, comme quoi on lui avait obligé d'enlever un plâtre alors qu'il était pas encore tout à fait guéri parce qu'on avait besoin d'elle dans le show. Elle se fait une commotion cérébrale, on dit « just shake it off ». Heureusement, il y a eu, semble-t-il, des progrès en ce qui a trait au protocole lié à ça, mais quand on dit que le monde de la lutte, c'est un monde qui est particulièrement éprouvant pour son talent, elle semble être une nouvelle victime de la trop longue liste des gens qui ont été éprouvés par ce Très malheureux, très malheureux. Donc, mort à la quarantaine, c'est jeune en verra. C'est ça. Donc, nos condoléances à la famille et à tous ses amis. Parlant d'Arabie Saoudite, là, on commence à connaître le nom des lutteurs qui refusent ou en tout cas qui demandent de ne pas travailler l'événement. Daniel Bryan n'y sera pas, entre autres, d'où l'apparition d'un nouveau contender un peu pour Kofi Kingston. On va en parler tantôt. En fait, c'est Kevin Owens qui ne sera pas là pour ça, puis Daniel Bryan, c'est d'autres choses. Parce que c'est Kevin Owens qui est en rivalité avec Kofi de ce temps-là. C'est vrai. C'est ça que ça fait une semaine dans le Mexique. On perd le fil des histoires. C'est tellement wild card la WWE qu'on perd le fil. Nos deux Québécois seront pas là. Sami et KO, on peut, rendu là... Ben, Sami, en fait, je pense que c'est pour des raisons politiques. Ouais, en fait, il n'a pas le droit d'y aller. L'Arabie Saoudite ne veut pas qu'il soit là. On peut et Kevin Owens, c'est pour ça que KO ne veut pas y aller. Ben, en fait, Meltzer a sorti, j'ai vu ça ce matin, en fait, que c'est la famille de Kevin Owens qui lui a demandé. Lui, il est allé présenter ça à la WWE et on a simplement accepté. Tu sais, je pense qu'il y a le privilège d'être assez haut placé dans la hiérarchie pour pouvoir justement se sauver d'événements comme ça. Tu sais, je pense pas que si, je sais pas, Fandango, s'il était là, le quatrième nom, c'est Aleister Black, qui lui n'est pas particulièrement haut dans la hiérarchie. Puis ça serait pas lui qui l'aurait demandé, mais étant donné que c'est un pays quand même assez porté sur la religion et qu'il y a une gimmick qui évoque quelque chose de religieux, de satanique, on n'a pas voulu aller dans cette direction. On n'a pas voulu prendre le risque. C'est les informations qu'on a. Si c'était une gimmick religieuse, tu vas te faire bannir de ces événements de marde-là. Donc, j'irais, là, mais je peux pas. C'est ça, devrait faire dans le mois qui vient des nouvelles stables du monde d'exemprêtre, comme ça, il s'assurerait de ne pas faire le voyage. L'Undertaker a eu une run de 2 ans de Ministry of Darkness, puis pas de problème avec ça. Comme dans leur main event, là, essentiellement, contre Goldberg. L'Arabie. Bon, si on se rapproche du ring, il y avait un pay-per-view dimanche, c'était Money in the Bank, ça a fait jaser pas mal, il s'est passé bien des choses. Il faut commencer par la fin. Il faut commencer avec le match des hommes. Hey, ce match-là était merveilleux, tout d'abord. Oui. Disons-le. Le match. C'était intéressant. Puis là, Brock Lesnar, clairement, dans l'UFC, c'est terminé. On va continuer de nous ramener Brock. Et moi, ça m'amène... Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Oui, la semaine dernière. Puis c'est quelque chose que tu répètes depuis un petit bout sur comment, justement, ces événements-là en Arabie Saoudite sont des parenthèses. Tu disais la semaine passée, comme là, on va set des affaires, c'est pas pour tout de suite, c'est pour juillet. Puis là, on a la preuve que ce n'est plus le cas. Les pay-per-view, les événements en Arabie Saoudite, il faut les accepter comme faisant partie de l'écosystème, du calendrier de la WWE normal, parce que là, tu finis un pay-per-view qu'on voulait considérer de plus en plus. Ça fait des années qu'on dit Money in the Bank devrait avoir sa place dans le top 4 des pay-per-view les plus intéressants. Quand c'est difficile quand c'est le pay-per-view qui suit WrestleMania. Ça, vous en avez parlé. D'où c'était mieux quand il était au mois de juin. Ouais. Mais là, le match de mallette a toujours été important. Puis là, Brock a ça. Puis on s'entend, là, ils vont annoncer qui cash-in pour l'Arabie Saoudite. Tu penses ça, toi? C'est la rumeur. Comme à Raw lundi, il va dire Seth Rollins en Arabie, parce que c'est très, 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 très bientôt, ce spectacle-là.
Parce que là, Dolph aussi, là, et ce n'est plus quelque chose que, pendant le show, on parle un petit peu de l'Arabie Saoudite, mais c'est pas... Ça fait partie des histoires. Là. Il va falloir le considérer comme un pay-per-view normal, éventuellement, je pense. Ils n'ont pas le choix de le vendre un peu, mais à l'exception de ce combat-là, tout le reste est à peu près ignoré. Ben non, les histoires ont bâti, puis on fait des matchs là, puis il va y avoir... Dolph Ziggler, en fait, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui a été mis contre Kofi Kingston. Donc, ces deux championnats-là vont être inconséquentiels parce qu'il n'y aura pas de changement de titre. Triple H Orton, ça a été annoncé sur Twitter. Oui, il y a des combats qui sont à l'extérieur, mais... Je pense qu'il y a Roman contre Shane McMahon, mais ça s'inscrit dedans, déjà dans la logique qui était déjà commencée il y a longtemps. J'ai pas l'impression... ça serait essentiel si on ne pouvait pas le manquer et pouvoir quand même comprendre les histoires après. Cela dit, moi, j'ai absolument pas l'intention de regarder ce gars-là, puis j'ai pas l'impression que je vais être perdu la semaine d'après. Mais tu vas manquer un plus gros show que WrestleMania. Ben oui, c'est ça. Selon ce qu'ils disent. Puis le plus gros Rumble ever. D'ailleurs, soulignons que justement, quand ils font la promo, ils ne mentionnent plus les mots Arabie Saoudite. Jeddah seulement. Ils prennent plus la chance de préciser le pays pour éviter tous les problèmes. Là. Je pense qu'on a pris des leçons de la dernière fois. Avec, en plus, la dernière fois, c'était en plein dans le scandale de Khashoggi. Là, la poussière est retombée. Est-elle vraiment retombée? Je ne sais pas, mais je pense que les gens ont eu le temps de digérer. On est loin de l'événement, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais les gens ont eu le temps aussi de comprendre que c'est un pays qui n'est pas aussi progressiste qu'on essaye de nous le faire croire et de développer du ressentiment par rapport à peut-être aussi progressiste que Vince McMahon. Oui, on a peut-être un pied d'égalité entre les deux. Tout fait du sens maintenant. Mais tu sais, tout ça pour dire que Frank parlait de la continuité puis que Money in the Bank devrait être un des top 4 de l'année. Sauf que là, cette année, on a pris Money in the Bank puis on l'a dégagé à l'année prochaine. Parce que chez les femmes, c'est fait, puis chez les hommes, ça va être fait. Merci, bonsoir. C'est malheureux. On a décidé qu'on voulait pas vivre avec deux manettes pendant 2019. On a fait exactement la même affaire l'année passée. Ouais. Braun, ça a duré un mois à peu près, puis c'était une espèce de faux cash-in où il a comme perdu son opportunité, ou je sais plus trop. Baron Corbin l'année d'avant aussi. Puis Alexa Bliss, elle avait caché le soir même aussi. Donc c'est malheureux parce que c'est un des gars-là qui a le plus grand potentiel d'un point de vue narratif dans l'année. Puis je comprends, je pense qu'on en parlait la semaine dernière, que pendant longtemps, là, c'était rendu presque obligatoire. Là. Si tu gagnes la mallette, tu vas devenir champion. Peut-être qu'il voulait un peu briser cette espèce de lien de cause à effet automatique. Donc, mettre un doute. Est-ce que cette fois-ci, ce sera est-ce que le gagnant de Money in the Bank va être capable de cacher de façon réussie? Mais c'est juste plate parce que ça fait en sorte qu'on n'aura plus hâte de voir ce gars-là. Non, puis le pire, c'est que là, on assume que Brock cash in lundi. Mais si, advenant le cas qu'il change d'idée puis que c'est pas ça, je l'haïs pas tant que ça, l'idée de Brock Lesnar avec la mallette. Dans l'optique du Wild Card Rule, dans l'optique où si tu l'as, utilise-le, Brock. Ça veut pas dire qu'il va devenir champion. Mais à Raw lundi, il m'a un peu racheté le fait que il voulait juste nous envoyer une surprise pour nous surprendre, puis c'était Brock. Mais c'était drôle à Raw lundi, puis Paul Heyman l'a bien vendu. C'est ça qu'on essayait de faire au début du show avec le thème du petit paquet, mais là, je me suis dit, j'ai mon sac à terre juste là, j'aurais dû le prendre, mais là, il me manque de temps. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans que tu peux construire d'intéressant, mais moi, Money in the Bank, je l'ai écouté en différé, mais j'ai vu les résultats. Je suis sorti de l'épisode de Game of Thrones, j'ai fait... Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Ça venait d'arriver, là. C'était comme, ça faisait 5 minutes que Brock était sur l'échelle avec le gros smile, puis j'étais comme, bon, je comprends. C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais en le digérant, je suis comme, OK, fine, mais là, s'il cash in pour aller perdre en Arabie... C'est du gros gaspillage. C'est pareil. Moi, j'ai regardé en différé aussi. J'avais pas été spoilé, par contre. Puis, je me suis rendu, je pense, j'ai vu le match le lendemain, là, vers 18h. Et quand le match a fini, là, j'étais dans tous mes états. Mais en même temps, je me suis dit, après, là, j'allais jouer à ma game de balle. Puis, je me suis dit, c'est ça la lutte aussi. Là. Ils ont fait du heat avec Brock Lesnar. Puis sur le coup, j'étais vraiment fâché, mais vu de même, c'est réussi. Donc, ça me décevrait vraiment, comme tu dis, si le plan, c'est de lui faire annoncer sa volonté de cacher in pour que ça soit au gala en Arabie Saoudite. Parce que d'avoir Brock Lesnar qui peut intervenir n'importe quand pour avoir son match de championnat, c'est vraiment une bonne idée. On n'a pas le choix de l'assumer. Admettons là, que tu l'étires.
C'est-tu vraiment un mauvais match à SummerSlam, un rematch contre Seth Rollins? Ben non. Parce qu'ils n'ont pas vraiment eu de vrai match en plus à WrestleMania. Là. C'est une espèce de brawl autour du ring. Là. Mais si on a droit à un vrai match éventuellement, ben moi je serais pas. On a beau haïr la position dans laquelle Brock Lesnar a été placé dans les 2-3 dernières années comme champion ou absent. Moi, je le trouve encore divertissant, Brock Lesnar. Tant qu'il ne reprend pas la ceinture là, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème avec l'utilisation de Brock Lesnar. On veut que, à la limite, c'est ça. Comme tu dis, il y avait un épuisement par rapport à ses longs règnes puis au fait qu'il était absent. Mais s'il est présent puis qu'il n'y a pas la belle, je veux dire, ça peut être intéressant. J'aime bien l'expression que Paul Heyman utilise, le pourvoyeur de paranoïa. C'est quand même cool. Il y a quand même le sens de la formule. Souvent, c'est ça, c'est la force de Paul. C'est ça. Mais souvent, ses promos aussi, c'est du pareil au même, mais de temps en temps, il met le doigt sur quelque chose de quand même cool. Donc, on dit tout ça, puis la semaine prochaine, ça va être terminé. Mais ça serait vraiment malheureux. C'est l'histoire de la WWE, l'oubli automatique. Mais, quand même, je reviens sur le fait que le match lui-même était... c'est un des meilleurs matchs Money in the Bank des dernières années, là, selon mes souvenirs. Tout le monde a bien paru. Même Baron Corbin a bien paru. Le chokeslam qu'il a fait, je pense que c'était à Ricochet ou à Ali là, sur une table. Je pense de mémoire, c'est un des plus beaux chokeslams que j'ai vu. Et j'ai l'impression que sa cote continue de monter. Tout le monde a eu son moment de gloire. Finn Balor. Oui, pauvre gars, mais c'est pas pour rien qu'il était pas là à SmackDown mardi. Là, je pense qu'il a eu droit. Il s'est mérité une soirée de repos après ça. Puis Andrade aussi, justement, en fait, là, c'est beaucoup lié à Finn Balor, mais l'espèce de sunset flip en haut de l'échelle sur l'autre échelle en bas, c'était un des spots vraiment marquants dans le match d'échelle. En fait, le seul autre spot d'échelle que j'ai trouvé aussi spectaculaire dans les dernières années, c'était à TLC, il y a peut-être 3-4 ans, c'était Kalisto qui avait fait son Salida del Sol à Jey Uso dans une espèce de setup semblable. Ça, c'était vraiment merveilleux. On est allé dans la même direction, puis ça donnait un moment d'anthologie. On va voir les images. Ouais, c'est ça, les images. Tu vas trouver on me dit qu'il n'est pas capable. Non, il est pas capable. Mais le combat, puis ce combat-là, c'est des belles choses, parce que là, tu t'installes pour Andrade contre Finn, peut-être pour l'été. Là, je pense qu'ils font ça en Arabie. Andrade, apparemment, tout le monde est super high backstage, qui est une excellente nouvelle. Il est bon. Ali aussi est en train de s'établir une place. Donc, ces deux-là nous ont offert un show, un match mardi à SmackDown. J'aurais pris 2 heures de ces deux-là ensemble. Là, la rumeur disait que c'était peut-être Ali qui était supposé, pas supposé, mais il y avait un scénario sur la table pour qu'Ali tire cette mallette-là avant que ce soit finalement Brock le choix. Puis, écoute, si ça... Il l'a pas eu là, mais si ça se concrétise, on le voit plus cet été à SmackDown, puis qu'il y a un beau rôle, il y a de la bonne lutte qui va se faire à SmackDown. Peut-être pas des histoires du siècle, mais côté lutte, on va être gâtés. Moi, je préfère ma mallette aux mains d'un heel, donc j'aurais préféré Andrade, mais on s'entend que quand même... Vega, ça aurait été malade. L'idée d'Ali aurait été intéressante. Mais ces deux-là, il leur reste encore plusieurs années dans leur carrière WWE, donc ils vont avoir leur chance. Donc, si les hommes ont terminé le show, le match Money in the Bank des femmes a ouvert la carte, ce qui était quand même une décision intéressante, surtout qui était nécessaire en fonction de ce qui est arrivé par après. Là, je pense que la victoire de Bayley est célébrée par tout le monde. On souhaite des bonnes choses à Bayley. La bonne personne a remporté le combat, ce qui est rare des fois à la WWE ces temps-ci. Puis un match honnête qui a couronné la bonne personne. Dans nos prévisions la semaine passée, on disait soit Mandy Rose ou Bayley. C'est ces deux-là qui ont fini en haut de l'échelle à la toute fin. Donc, tu sais, on peut pas deviner, mais on connaît quand même notre lutte. Bravo. Des fois, beaucoup de casser le basic quand c'est les deux seuls qui avaient une histoire dans le match. Regarde, c'est ça que tu construis. Bayley l'a gagné. Bayley a quelque chose à faire. Puis Bayley a eu un prix aussi à la fin. Donc ça, honnêtement, c'était correct. C'est juste une redite un peu de l'année passée, mais c'est pas grave. Là, ça. Donc, au milieu du show, Becky Tubel se pointe pour défendre la ceinture de Raw contre Lacey Evans, qu'elle remporte par soumission. Ça, pas de surprise là, on s'y attendait. Charlotte se pointe et Goat, en tout cas, réussit, je sais pas comment le dire, réussit à... Goat? Ouais, à la force un peu à défendre back-to-back, ce qui n'est pas une bonne idée, mais... Dans la provoque. C'est toi qui es supposé avoir du vocabulaire. je comprends même pas ce que tu veux dire. Ben, c'est quand tu dis t'es pas game, genre, c'est un peu ça. J'ai jamais entendu cette expression-là. Donc, Charlotte, on va passer par-dessus, parce que Mathieu ne sert à rien, clairement. C'est rendu de ma faute. Mais c'est toi le prof de littérature. Oui, mais... c'est toi l'auteur. Mais... L'avenir de demain passe entre tes mains. The greatest of all time. Ah non, two goat, calvaire. Donc, Charlotte réussit à convaincre Becky de défendre back-to-back, ce qui n'est pas une bonne idée. Là, Becky est un peu fatiguée. Puis là, en plus, Lacey Evans revient, frappe Becky quand l'arbitre ne voit pas.
Charlotte est nouvelle championne à SmackDown. On est un peu en crise, mais c'est comme bon, OK, Ouais. on y fait le traitement John Cena où on donne des règnes pour monter le chiffre le plus vite possible. Puis là, ben, Bayley se pointe, cash in, on est content parce que c'est comme bon, OK, au moins on va aller ailleurs à SmackDown plutôt que de revenir vers un autre règne de Charlotte. Je pense qu'on a peut-être besoin de s'éloigner un peu de ça pour un petit bout. Là. C'est pas la première fois que Bayley est championne. Ben, elle avait été championne à Raw, c'est la première fois du côté de SmackDown. Puis... Première femme Triple Crown. Première femme à avoir eu toutes les belts. Puis, mais sauf que j'ai pas souvenir que lorsqu'elle avait gagné, par exemple, le championnat à Raw, ça a été un moment aussi agréable pour elle. Là, elle a vraiment eu l'espèce de traitement royal. Elle est dans la foule, elle avait comme spoté toutes les pancartes Bayley in the Bank. Elle allait faire un petit moment à côté de ces gens-là. Fait qu'on avait vraiment l'impression que c'était vraiment la championne du peuple. Il y avait quelque chose vraiment qui nous faisait oublier toute la dernière année et demie de mauvais booking pour cette lutteuse. Parce qu'il y a une chose avec Bayley, c'est que le gros de sa gimmick, c'est qu'elle est une underdog. Ouais. Puis tout ce qui s'est passé à la NXT a eu un build-up, il y a eu des événements, il y a eu une montée qui faisait qu'à la fin, mon Dieu, qu'on l'aimait donc puis qu'on y voulait tout, mais tu sais, ça avait pris un certain temps à... Puis là, quand tu es arrivé sur le main roster, la réaction n'était pas immédiate. Puis c'est comme, c'est normal, si tu veux créer un underdog, t'as besoin de créer des... Fait que là, on dirait que là, c'est justement la réaction normale de Bayley qui gagne un titre qu'elle n'a pas eu la première fois, parce que quand elle l'a eu, elle était juste comme une lutteuse qui gagne. Il n'y avait pas ce côté-là. Bayley mérite mieux, que là, elle l'a. Que ce soit de manière consciente ou pas, est-ce que c'était du mauvais booking ou est-ce que c'était tout ça faisait partie du plan? Ça, on ne sait pas, mais là, au moins, on arrive à un moment où on est content d'enfin voir Bayley avec la ceinture féminine, elle le mérite, puis on y souhaite un règne. Voilà, là, c'est intéressant. Il n'y a plus de division à SmackDown pour la rivaliser, mais au moins son règne est intéressant, donc good. Il n'y a plus de division à SmackDown? Ben, ils sont tous soit en équipe ou pas dans le portrait, comme les Dakota machin Warrior, là, comment ils s'appellent? Les Kabuki Warriors sont plus dans le portrait. Les Iconics sont championnes par équipe. Mandy Rose puis sa partner sont on and off. Donc, il reste Charlotte. Mais comme on a vu à Raw, on peut mélanger les par équipe. Puis justement, les divisions sont pas assez grosses pour séparer. Toi, t'es par équipe, puis toi, t'es en single. Fait que, je pense qu'au travers de tout ça, tout le monde va se mélanger. De toute façon, ils vont juste les enlever de la TV. C'est généralement la stratégie avec la division féminine. Ça, l'affaire, c'est on pouvait peut-être deviner un peu que voyons, la fille avec les chapeaux, là... Comment elle s'appelle? Lacey Evans. Lacey Evans, c'est ça. Qu'elle n'avait pas dit son dernier mot une fois son match terminé, parce que tout le build-up de ce match-là... C'est ça que tu retiens à tes chapeaux. Oui, mais elle a vraiment beaucoup de chapeaux. Mais tout le build-up, au cours des dernières semaines, c'était fait autour de son women's right qui n'avait pas été utilisé dans le match. Donc, tu sais, normalement, quand on connaît notre lutte un peu... T'as peur, là. Elle l'a utilisé dans le match. Ah ouais? Elle envoyait des coups de poing comme... attaque normale, mais il faut que tu différencies lequel est sa droite des droits de la femme, puis laquelle est juste une droite. Il faut que ça soit calé par Michael Cole. Il manque un peu d'expérience de la part de Lacey Evans ici. Là. Mais en bout de ligne, c'est ce coup de poing-là qui va avoir eu raison de Becky, qui va lui avoir permis de perdre en fait son championnat. C'est le problème avec ces prises-là qui sont juste... un coup normal plus fort. Tu sais, le Superman Punch de Roman, c'est juste parce qu'il saute. Là, non, c'est parce qu'il craint. Ah ouais, c'est ça. Si tu le crains, là, ça devient une arme de destruction massive. Okay. Le Big Show faisait la même affaire. Il te le montrait. Comme ça revient. Là, bon coup de poing. Mais si tu le montes pas avant, c'est juste un petit coup de poing normal. C'est la lutte. Ça, je sais pas pourquoi je pense à ça. Jake the Snake, sur un podcast avec Austin, me semble, les gars avaient une discussion là-dessus sur les prises, puis protéger les prises. Puis Jake disait, n'importe quelle prise peut devenir le move le plus dévastateur du monde si tu décides qu'il y a une personne qui le fait, que tout le monde, personne n'est capable de s'en sortir. Une clé de bras peut devenir, si toi tu fais la clé de bras, puis tout le monde à qui tu l'as fait tombe, puis personne d'autre le fait, le move devient protégé, puis ça devient quelque chose de dangereux. Puis tu peux faire ça avec n'importe quoi.
le problème avec un coup de poing, c'est que pendant un combat de lutte, ben, tu te donnes des coups de poing pendant Tu peux pas une empêcher bonne les autres partie d'en du donner. combat, Non, tu c'est sais. ça. Puis la lutte des années 80 a mal vieilli beaucoup, mais ça, c'était très bien établi. Ouais. Comme t'as un gars qui fait la prise du sommeil, t'en as un qui fait une descente de la cuisse, un qui fait une descente du coude. Fait que, tu sais, chacun avait sa ligne. Tandis que là, tu sais. L'aspect psychologique était souvent Ouais, tu sais, ouais, plus plus important. développé dans ces années-là, mais il n'y a aucun de ces combats-là qui peut même, s'approcher, à mon avis, du 20e meilleur combat de Alors, puis maintenant. Cody le dit aussi, là, comme dans le dernier 2 mois, il y a eu 5-6 meilleurs combats que dans toute l'attitude era au complet. Ben oui, c'est ça. Puis il se fait haïr, mais tu sais, ça souligne aussi un autre problème quand on parle de protéger des moves, une espèce de parenthèse. Des fois, tu vas dans les galas de lutte indépendante, soit au Québec ou ailleurs, puis dans ta soirée, tu as 6 gars qui vont faire des stunners ou des diamond cutters. C'est comme, ben, à un moment donné, parlez-vous avant. Ça a plus de vrai impact. C'est ça. Il y a toujours cette consigne-là, un peu sous-entendue de, OK, si moi je fais un dive, ben faites-en pas le combat d'après, au moins que ça se passe un peu Tout le monde va avoir l'air cool à faire un stunner, mais si Ben, tout le monde c'est fait un ça. stunner, ben, ça devient juste un move parmi tant d'autres. Ouais, c'est donc la droite de Lacey Evans est très très banale. C'est plate parce que le nom est bon, mais bon. C'est Ouais, tout. c'est- Ce n'est qu'un nom clever. C'est ça. Les deux championnats principaux chez les hommes étaient aussi en jeu. Kevin Owens qui affrontait Kofi Kingston pour le championnat de la WWE. Kofi qui retain, je pense que... Un match très honnête, très bon, qui s'est déroulé presque exactement comme on pouvait s'y attendre. Je suis surpris, par exemple, de voir que Kevin Owens va visiblement continuer d'utiliser le stunner, même en ayant retrouvé heel, ouais. sa personnalité méchante. J'avais l'impression que c'était son nouveau finisher de gentil. Cela dit, j'avoue, s'il y a eu la bénédiction de pouvoir utiliser ce move-là, puis c'était juste pour 2 semaines, c'est un petit peu du gaspillage. Fait que là, à la limite, OK, mais c'est ça. D'après moi, il devrait choisir entre le Pop Powerbomb ou le stunner. Kevin Owens frustré à SmackDown cette semaine, qui a pas dit un mot, c'est Sami qui a fait la job avec les deux mics. Les techniciens semblaient pas savoir lequel faire. Ouais, un moment donné, lequel on allumer switchait à parce que ça, l'autre, c'était pas puis clair. c'est ça, un moment donné, il parlait juste d'un d'eux pour pas prendre de chance. Ah, Sami est divertissant. Regarde, ça les réunit à cause du wild card rule, ben, ils peuvent traverser d'un bord puis de l'autre une fois de temps en temps. Why not? C'est sûr que là, si on se fie aux épisodes de cette semaine, on sait pas vraiment c'est quoi la direction adoptée par ces lutteurs-là, mais en même temps, étant donné qu'ils seront pas au gala en Arabie Saoudite, c'est normal c'est aussi qu'on les mette un petit peu de côté ou qu'on construise pas du moins l'essentiel des histoires autour d'eux. Ils vont reviendre après le voyage arabique. On va essayer quelque chose. Là, désolé pour ceux qui font juste l'écouter en son, là, parce que là, Tim, il me dit j'ai trouvé le vidéo qu'on parlait tantôt. vrai? Fait que là, je veux juste voir, je veux juste le tester. Fait que vas-y, Tim, envoie-nous le vidéo quand tu veux. Ça va. Ah, excellent. C'est vrai que c'était spectaculaire à la manœuvre. On voit Kalisto faire le flip sur l'échelle. C'est bon. Quelle recherche incroyable de Tim. Un élément indispensable au podcast. Ben là, au moins, honnêtement, je pensais qu'il me niaisait et qu'il n'y avait rien. Fait que je me suis dit, mais ça, c'est excellent. Donc, excellent travail de l'image des Simpsons de nourrir un goat, justement. Et voilà. goat au biberon. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Pendant qu'on parle aussi de tout ce monde-là, c'était le retour de Becky à SmackDown cette semaine. Retour, entre guillemets. Après, C'est ça, retour à ça, l'écran. man, il est en feu. Tout ça pour dire que c'est ça. C'est encore une fois très divertissant. Puis c'est ça. Puis Moi, j'adore je parlais de la mère de que... Becky. C'est ça, il en parle à la TV. Je peux-tu vous sentir? Tu veux-tu faire ça? Moi, je suis pas sûr. Choisis ton moment dans la journée, C'est mettons. ça. Mais oui, le petit moment où Xavier il a dit Elle est prise. la prise, puis tu comme mais j'avoue. Alors, Biggie est en feu, là, ça sont très divertissants. Puis Classique New Day, là, c'est toujours payant. Ça fait ça aide Kofi aussi en même temps, là, parce que tu te donnes des breaks de ton champion, tu redeviens un peu comédie, ça, tu redeviens sérieux, tu peux basculer entre les deux. En même temps, il n'a pas l'air prêt à retourner en action dans le ring pour l'instant, mais on l'utilise pour faire avancer les histoires. Ben oui, oui. Il n'y a pas besoin d'être dans des combats là, pour l'instant. De toute façon, le spotlight est sur Kofi, puis juste d'être là, au moins, ça permet à New Day d'être complet. Puis, Seth Rollins et AJ Styles se sont affrontés dans le match de la soirée. Je pense qu'il n'y a aucun doute. C'est ce qu'on voulait. Un excellent combat de 19 minutes
qui satisfait du début à la fin. Là. C'était... On pensait que Randy Orton avait proposé le meilleur counter au stomp de Seth Rollins à WrestleMania 32, là, je pense, ou 31, il y a une couple d'années. Mais AJ Styles, je dirais pas que c'était meilleur que le RKO, mais c'était de toute beauté. Là, ça m'a comme tellement impressionné. Déjà, j'étais dans le match, mais quand j'ai vu ça, là, je me suis levé dans mon salon. Puis là, à partir de ce moment-là, jusqu'à la toute fin, j'étais vraiment, vraiment dedans. Ouais, non, puis nous autres, on est ce qu'on s'attendait. Puis un petit peu l'espèce de handshake à la fin. Regarde, on l'a fait là. We'll do that again sometime. Mais là, c'était pas pour tout de suite. Puis cette semaine, AJ Styles a un peu confirmé aussi qu'il avait signé son dernier contrat de sa carrière qui restait avec l'AE. Ben, il est passé à la quarantaine, c'est un contrat de 3-4 ans. Là, je pense ça va l'air probablement que l'argent est là. Puis si ça l'amène à 44-45 ans, après, il parlait de l'importance de la famille et tout ça. Tout le monde est un hostie de menteur dans ce domaine-là. Fait que, on verra. Moi, là, jusqu'au jour, même une fois qu'il va être à la retraite, je vais toujours assumer qu'on va. Puis là, ça me fourre parce que j'étais pas mal certain que tu allais trouver un moyen de chialer un peu sur le combat. Puis j'étais vraiment prête à te mettre d'en face de si ce combat-là, exactement pareil, était au Tokyo Dome à Wrestle Kingdom, tu l'aurais trouvé awesome, t'es biaisé. Non, pas du tout. J'ai rien à redire. Le seul bémol de des bons combats comme ça... Yes, j'avais! Non, mais c'est même pas un bémol, c'est qu'ils n'ont pas tant de conséquences. On s'était télégraphié que Seth allait gagner, mais d'un côté, comme tu dis au Tokyo Dome, quand c'est Okada qui défend contre un Sanada, je sais qu'Okada perdra pas, puis le combat va être malade quand même. Donc, ça en prend, ça fait du bien. Puis là, on va sortir AJ Styles du portrait un petit peu, on va faire d'autres choses, mais on garde ça en tête. AJ Styles est là à long terme, Seth Rollins est clairement dans les plans à long terme aussi. Tu vas pouvoir rebrasser ça une fois de temps en temps, cette collision-là, puis ça va toujours être précieux. Puis, idéalement, quand ils vont se retrouver à nouveau dans le ring, ben il y en aura un des deux qui sera gentil, puis l'autre sera méchant. C'est peut-être le seul petit élément qui me manquait à ce match-là. Et on sait que AJ Styles, c'est un gentil qui est. Ah, mais il faut le flipper correct, à un moment donné. Mais il faut qu'il utilise cette carte-là éventuellement. Ils l'ont pas assez faite. Puis les gars du club, ils font rien. Utilisez-la, cette carte-là. Ils sont là. Tout le monde est là. Ils font pas tout à fait rien. J'ai l'impression qu'on va en parler tantôt de ce qu'ils font. Ah ouais? Ils sont à la poursuite d'un certain championnat. Je sais pas, c'est moi qui décide. On sait pas. Mystère. Là, je vais faire quelque chose que, encore là, d'habitude, je ferais avant l'émission. Okay? Avez-vous envie de parler de Shane ou non? Non. Déjà, il y a trop d'attention sur lui. Puis c'est pas mal ça pour le pay-per-view. Bon, Roman Reigns qui bat Elias en 10 secondes. C'est un squash, là. Ben, tu vois, comme quand le gars-là commençait, je voyais comme. Je savais que ce match-là qui s'en venait, j'ai comme, j'ai pas envie de voir ce match-là. Et puisqu'ils m'ont offert ce squash-là, j'ai fait, finalement, c'était cool, bravo. Puis j'ai été satisfait. Je pensais pas pouvoir être satisfait de ça. Mysterio Joe. Ah oui, c'est vrai, ça. Il y a ça aussi comme situation un peu particulière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas dans quelle mesure le match a été raccourci parce que, bon, assez tôt, en fait, Joe, je pense que c'est cassé le nez. Il est cassé. Ah oui, il y a une patate dans la face. Et puis il avait-tu l'air badass, comme toujours. Il y a eu une shot après, là, où genre gros plan sur sa face. Dans le combat, il s'est pété. Ouais, au début du combat. Il a les fesses de Mysterio sur la face. Il saignait de l'œil, Calvaire. Il saignait de l'œil, puis tu as eu une shot de proche où, tu sais, déjà, il saignait, puis tu vois vraiment comme une coulisse tomber, c'était vraiment intimidant. Là. Si j'arrêtais de faire ma job à tous les fois où je saigne de l'œil. Il y a ça. C'est sûr. Shake it off. Puis comme on avait dit, il a utilisé Dominique, c'est juste que ça ne l'a pas fait gagner. Il a juste comme fait filer cheap Dominique en battant les Mysterio après. Puis là, ça a l'air que Mysterio est blessé en plus, donc regarde, le booking, c'est peut-être... C'est séparer l'épaule. Fait que là, il y avait comme pour lundi prochain le State of the United States Championship. J'espère qu'ils vont... Je sais pas, en fait. Ça sent le titre vacant en plein nez, là, mais regarde, on verra. Ouais, c'est ça. Je veux juste pas qu'ils fassent un autre nouveau championnat. On va couronner le champion des États-Unis en Arabie Saoudite. Yeah! On nous a présenté aussi à Raw. Mick Foley est venu nous présenter la ceinture la plus lettre de l'histoire de la WWE. Un nouveau titre qui sera défendu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais surtout dans la 3e heure de Raw. Puis surtout quand il y a un caméraman puis un arbitre pas loin. Il faut que tu traînes, on revient à traîner son arbitre. Bon, la réaction des gens a été très négative à l'annonce parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit le titre hardcore un peu qu'on annonce. Surtout parce que c'était Foley. Puis là, au courant de la soirée, on commence. Puis finalement, tous les jobbers, tous les lower mid-carders qui ont rien dans leur assiette courent après le gars qui a la belt. C'est ça. Garde,
Moi, j'ai quand même trouvé ça un peu divertissant. Je sais pas combien de temps ça va réussir à me divertir. R-Truth avec Carmella à SmackDown, Ben, c'est c'était divertissant. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un championnat qui risque d'être beaucoup présent sur les médias sociaux. Ouais. Tu sais, WWE essaie bien gros de développer ça. Fait que là, tu voyais genre Bayley puis Bayley a R-Truth posté en story. des Tu sais, stories. Hein. on construit autour de ce championnat-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que la ceinture est laide, mais en même temps, non. Elle est objectivement très laide. Mais souvenons-nous là, au dévoilement du championnat universel, le match inaugural entre Seth Rollins et Finn Balor, la foule voulait rien savoir du match parce qu'elle trouvait que la ceinture elle-même était laide. Et là, force est d'admettre qu'après 2-3 ans, la ceinture rouge, je me suis quand même pas mal habitué. J'ai pas comme un mouvement de recul. Entre une couleur de strap et un design. Mais celle-là est vraiment horrible. Je sais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de la mauvaise réaction des gens qui est attribuable au mauvais design de la ceinture et non pas au concept de la ceinture. Je pense que le concept, ça donne de quoi, justement, là, à ceux qui sont dans les limbes de la WWE. On va les voir dans des segments comique. Ça va donner du jus à l'intérieur des émissions, ce qu'ils ont de besoin, je pense. Ouais, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir aussi quand ça va être comme une fille qui va finir par le ramasser, puis quelqu'un de NXT, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Ça sera jamais ça qui va faire que la soirée est réussie, mais ça comme peut être filler, peut être intéressant si c'est utilisé comme faux, mais toi, tu vas dire que ça ne le sera pas. Ben, c'est-tu du bon jus? Parce que là, à date... T'sais, tout le monde qui s'en sont approchés, là, on dirait que quand la ceinture rentre dans la pièce, là, on tombe en mode Laurel et Hardy. Ah oui. Donc tout le monde est en slapstick, tout le monde court, trébuche d'un fil. C'est comme, OK, ça met de la visibilité, mais tu sais, t'es-tu dans un bon spot si ta visibilité, c'est de te voir courir en coulisses à Raw? Hey, cache-toi dans le coffre, ça va être malade! C'est comme... Je pense pas que c'est ça va pas être drôle. Je pense pas que ça va être toujours comme ça. Je pense que là, c'était à l'extrême parce que, bon, c'était la première semaine, il fallait établir le concept. Là. C'est beau ta naïveté. Oui, je pense mais regarde, pas que ça va toujours être comme ça. R-Truth a donné à boire à sa ceinture sur Twitter cette semaine. Là. Je pense pas que ça va toujours être comme ça. Ça va être ça. Regarde là. Ils vont baisser les lumières à 10h à Raw, puis là, ils vont t'amener en coulisses, puis là, c'est comme, il y a un arbitre qui va sortir du catering, puis là, c'est comme, surprise! Puis là, il y a déjà eu 4 champions en dedans de 10 minutes. C'est n'importe quoi. Là. C'est une ceinture qui est vouée à disparaître l'année prochaine. C'est une perte de temps. Ben moi, ça m'a fait rire. Puis je finis avec ça. Là, c'est dans la même lignée que les tartes à la crème d'en face pour montrer que Braun est un comique pas fin. Pourquoi on descend le niveau de comédie là quand on manque d'idées? C'est tout le temps ça. Je sais pas, on va envoyer Sami Zayn d'une bonne à vidange. On va faire un pipi sur Vince McMahon. Pourquoi c'est ça, l'humour à la lutte? Ça peut tellement être plus drôle, puis ailleurs, puis subtil, mais non. Parce que c'est ça qui fait rire Vince McMahon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des problèmes. Ouais. Il y a des histoires qu'on finit par entendre sur Vince, puis tu sais... ça a été répété par une couple de personnes. Vince, il n'y a rien qui trouve plus drôle que de pousser quelqu'un dans une piscine. Okay, ouais. Ça a l'air que si tu vas chez eux, tu vas probablement te faire pousser dans la piscine. Puis, pour un champion de la piscine? Puis, non, mais tu sais, je veux dire, c'est le point que c'est ça. Là, c'est ça que le grand boss trouve drôle. Un audience of one, ben c'est ça. Fait que là, on va avoir tous les jobbers de Raw SmackDown qui vont se courir après pour une ceinture qui n'a aucune valeur. Ben, aussi, semble-t-il, la justification derrière la création de ce championnat-là, c'est quelque chose que je lisais ce matin, c'est que bon, le USA Network, notamment, angoissé avec la baisse de code d'écoute, surtout dans la 3e heure, et le réseau de TV aurait fait comme plein de suggestions à la WWE comme pour essayer de stimuler cette 3e heure-là. Semble-t-il qu'il était toutes très mauvaises les suggestions, mais que la compagnie se sentait obligée d'en prendre au moins une, parce que ils ont des obligations contractuelles, puis ils veulent avoir une bonne relation de travail, puis c'était ça qui était la moins pire des idées, donc ils ont décidé d'y aller all-in avec ça. Donc, c'est l'explication rationnelle derrière, ça serait ça. On est à ça du retour des bras and panties match. Là. C'est bon, c'est pas ça. Là. Ben, écoute, serais-tu surpris tant que ça? Ben... Oui. On est dans le mauvais penchant de l'attitude era, là, parce que le titre hardcore était intéressant au début. Dès qu'il est tombé 24/7, c'était une farce de slapstick. Là. Non, mais moi, un des moments marquants de la lutte de ma jeunesse, là, c'est d'avoir vu Gerald Briscoe gagner le championnat hardcore contre Pat Patterson pendant qu'il dormait. Puis là, il avait amené un arbitre à côté, puis là, il tapait 1, 2, 3. Puis
Le Gerald Briscoe était bien heureux. Moi, je m'en souviens encore de ce moment-là. Je remets beaucoup de ton enfance en question. Ça en explique des affaires, J'ai une autre vidéo pour vous autres. C'est une vidéo de Stéphane dans sa vie personnelle. Vas-y, Tim. C'est chiant, ça. J'ai dit de sortir du Laurel Hardy. C'est ça. C'est ça, ça, ça te 24-7, hein? C'est drôle. Il est tombé. C'est ça l'humour à Vince. Il est tombé. Il est tombé, c'est pas fun. That's it, Tim. C'est ça. En fin de semaine, c'est un événement qu'on attend depuis très longtemps. C'est Double or Nothing de la All Elite Wrestling en direct du MGM Grand Garden Arena. Il y a comme trop. Ouais, ils ont rajouté des affaires. J'ai comme stocké parce que c'était comme ça qu'il y avait un Grand Garden Arena. Il y a comme un mot de trop dans les trois. Là. Donc, à Paradise, Nevada. C'est-tu à côté de Las Vegas? C'est à Vegas, là. Pourquoi ils disent pas Vegas? Il me semble d'habitude, c'est Vegas qu'on entendait. C'est peut-être que, tu sais, c'est comme quand on dit que les sénateurs d'Ottawa jouaient à Ottawa, mais c'était genre à Canada. Canada, Je pense que c'est off-strip, mais c'est à Vegas. Mm-hmm. Là, première annonce qu'on a faite cette semaine, parce que là, il y a le fameux championnat de la All Elite qui n'a toujours pas été mis en jeu ou annoncé. Les aspirants vont être décidés pendant la soirée. Le premier, on va parler d'ailleurs de ce combat-là, va être déterminé par le gagnant du match entre Chris Jericho et Kenny Omega. OK, oui. Un affrontement qu'on attend avec impatience depuis longtemps. Ça risque d'être tout un barn burner si on fait ne serait-ce que la moitié de leur affrontement de v'là 2 ans. Ils vont les laisser faire ce qu'ils veulent. Là. Regardez, c'est minimum une demi-heure. Tout ça peut. C'est le rematch de l'année passée. J'ai l'impression que ce serait surprenant de voir Jericho sortir victorieux de ce match-là. Mais en même temps, on ne sait pas. On sait jamais. Ça serait un statement. Parce que Jericho, là, présentement, est quand même un des hottest acts dans le monde hors WWE. Il challenge Kazuchika Okada pour la ceinture la plus prestigieuse au monde, dépendamment de où on place celle de la WWE. Mais tu sais, être un gars qui parie sur le sport, c'est sûr que Kenny Omega comme premier champion AEW, c'est pas un mauvais pari. Là. T'es comme, mais, tu sais, lui ici, puis on l'a pas revu depuis Wrestle Kingdom. Là. Donc c'est comme le premier combat de Kenny Omega depuis 4 mois. Effectivement, ça serait bizarre de le voir perdre. Mais non, t'as un beau suspense de main event, puis il va peut-être avoir des interventions. Peut-être que Jericho va se partir un clan, on le sait pas. Là. Tout ça peut, là, ce gars-là. Parce que c'est ça, là, c'est un peu... Il y avait eu All In l'année passée, qui était le véritable point de départ de cette fédération-là. Mais là, tu sais, quand All In a eu lieu, la AEW n'existait pas encore. Là. Alors que là, j'ai l'impression que c'est le gars-là vraiment fondateur de cette fédération-là. Donc, ça serait le moment ou jamais de faire un ça va être with a bang. Là. C'est comme... Ils savent, les yeux sont sur eux autres. La grogne d'une certaine portion de l'auditoire de la WWE vont faire comment? On va regarder ce que les autres ont à nous offrir. Tu sais, ils commencent leur compagnie avec un deal TV, avec un pay-per-view. Ils n'ont jamais fait de gala. Là. Donc, ils partent avec un pay-per-view. Puis, ils ne pouvaient pas espérer avoir un meilleur timing parce que, justement, la WWE, ça va pas très bien. Il y a plein de fans qui sont mécontents. Donc, s'il y a un moment dans les dernières années où les fans de lutte ont envie de quelque chose d'autre, c'est présentement. Oui, puis tu sais, le parallèle est un peu plus lointain, là, mais ceux qui l'écoutaient dans les années 90 vont se souvenir de la vibe. Le premier pay-per-view de la ECW, le Barely Legal, il y avait une vibe. Le gars-là, tu le réécoutes aujourd'hui, c'est tel que tel, les combats sont inégaux et tout ça, mais l'ambiance dans la place d'assister à quelque chose de spécial, que tout le monde donnait l'effort de plus, le petit pep, tu sais, comme dans la façon de marcher, la façon de lutter, il y avait cette vibe-là, puis je pense que c'est là qu'on s'en va avec Double or Nothing. L'intro de Joey Styles qui était, tu sais, comme vraiment le super intense, émotive. Ouais, puis Gurner qui était wrong sur toute la ligne, comme d'habitude. Fait que tu sais, on a quelque chose. Puis à la différence de Barely Legal et ECW, eux autres, leur tête n'est pas sur la bûche. Puis dimanche matin, ils sont pas sur le bord de la faillite si ça marche pas. Donc, ils peuvent s'en permettre un peu plus. Là. Donc, un combat qu'on a, tu sais, je veux dire, on a juste hâte de le voir, ça va être malade. Ça risque d'être le combat principal de la soirée. Oui, ça ferme la soirée. Surtout si, en plus, ils ont annoncé que c'est l'aspirant 2. Ça va finir avec un stand-off, probablement avec le gagnant de l'autre slot. Je te laisse le faire. Ben, le deuxième aspirant va être déterminé par... Ça va être le gagnant de la Casino Battle Royale qu'ils ont appelé. Puis là, ça amène une situation intéressante parce qu'il n'y a aucun des noms déjà annoncés pour la Battle Royale qui est vraiment... World Championship worthy. Il y a Glacier. Il y a Glacier.
Ty Dillinger l'est pas, à mon avis. Ben non, c'est sûr. Joey Janela, je pourrais... Ouais, Joey Janela pourrait être dans les noms qui sont sortis, Joey Janela sera un pas pire bête. Jimmy Havoc peut-être, mais sinon, ce sont les TBA Uh-huh. qui risquent de remporter ce combat-là. Puis là, ça nous amène, veut pas, à jouer la game des spéculations puis des rumeurs. Mhm. Dans les choix réalistes, on peut penser à Bad Boy Joey Ryan, Qui est un free agent, qui est un techniquement. free agent qu'on s'attend à le voir popper là. Puis là, après ça, c'est que là, le sky devient, le ciel devient la Ouais, limite, parce que là, on peut penser à Jon Moxley. Ben, c'est sûr. Là, la ligne officielle, c'est que là, il est en tournage pour un film là, d'arts martiaux mix. C'est que durant la durée du tournage, il n'est pas disponible Non, c'est ça, pour des mais- bookings de lutte. Mais en même temps, c'est normal qu'ils nous disent ça pour qu'on ne puisse pas faire A plus B. C'est ça, A plus B égale C. J'allais dire A plus 2. Donc, mais en même temps, si tu as Jon Moxley qui gagne ça, si tu cherches une façon disons, d'accrocher les gens pour qu'ils veulent voir qu'est-ce qui vient après, si tu promets un Omega contre Dean Ambrose / Jon Moxley, Ben oui. écoute, il n'y a rien de plus vendeur que ça. là. Parce Puis- que, oui, vas-y. C'est-tu encore dans la portion gratuite, le Royal Rumble, ou ils l'ont poussé dans la portion payante? Parce que j'allais dire, Ouais, dans le pre-show. parce que tu sais, si c'est Jon Moxley qui gagne ça dans ta portion gratuite, Mhm. ben là, tu rake in des achats de dernière minute. Ouais, c'est Là, vrai. tu fais comme, hey, je le connais, ce dude-là, je l'ai vu à eux, Mhm. il m'a payé 45$ pour les pay-per-view. C'est Parce ça. que, tu sais, on a parlé du danger de juste signer n'importe qui est plus content d'être à la WWE. Tu sais, tu as dit Ty Dillinger. Ouais, Ty c'est ça. Dillinger n'a pas cet impact-là. Ben non, ben non. John Moxley, Dean Ambrose est un champion du monde, est un membre de l'une des plus importantes factions de l'histoire de la WWE. Qui est dans Puis, son prime. il est dans son prime. Est-ce qu'il y a une opportunité claire présentement? Ah non, Moxley est le comme. Personne va être surpris si c'est Moxley. Genre, c'est comme la surprise qui en serait pas une, qui serait un méchant bon coup. Punk serait peut-être le home run si c'est encore sur la table. C'est ça. Lui aussi, il a des obligations contractuelles Ouais. ailleurs cette soirée-là, mais Mais c'est ça, peut-être un écran de fumée. tu sais. Jericho s'est pointé au Japon Ben oui. quand il y avait un show. Tu sais, je veux dire, ils ont de l'argent, quand on a de l'argent, puis un avion privé, là, ça C'est ça, Ça se puis boucle, là. ça peut être. Tu sais, Pac, c'est peut-être un misdirection. Uh-huh. Ça peut être un gars du Japon. Il y en a qui ont des contrats plus flexibles. Donc, Tama Tonga a mis son nom dans le chapeau comme m'a l'affronté, moi, Page. C'est peut-être un misdirection, que c'est un gars du Bullet Club qui s'en vient. Tu sais, il y a vraiment tout est à la table parce qu'ils sont indépendants. Ouais. Donc, à l'exception de quelques très gros noms, tu sais, c'est pas un Okada qui va faire le saut et tout ça, mais tu as des mid-card talents qui peuvent venir faire le saut et dire, OK, aux États-Unis, tu es exclusif avec eux autres. Mhm. C'est pour ça que le buzz est là. Puis ben là, ça va être l'aspirant au titre. Donc, leur prochain pay-per-view, tu le sais que ça va être Omega ou Jericho contre le gagnant du Rumble, le début puis la fin du show. Tu es obligé d'être assis en avant de ta télé à 7 heures. Là, comme, C'est ça. je veux pas manquer ça. Là. Ça, est-ce que la partie gratuite est disponible quand même sur le pay-per-view? Si tu prends le pay-per-view, t'as-tu J'aurais l'après-quand? tendance à dire que oui, sinon je pense que c'est sur Bleacher Report Live. Là. Tu sais, c'est gratuit ouais. en ligne. OK. Fait que j'imagine que c'est facile à avoir, même au Canada, parce qu'on n'a pas les mêmes deals de distribution. Mais si c'est pas Bleacher Report, ça va être fight, là, j'imagine. Beaucoup de gens demandent comment écouter le pay-per-view. Rappelle donc juste Ouais, ben c'est ça, quoi là, là, les voies officielles, c'est pay-per-view traditionnel. Donc, regardez votre câble carrément. Je pense que ça va être disponible là. aller dans les 900, là, puis... Ouais. Puis sinon, c'est Fight TV qui va le vendre comme un pay-per-view. Donc, puis avec la facture qui vient avec, on parle d'une $50. J'ai Ouais, pas c'est un- vérifié c'est sur un- le site. Là, C'est un mais- vrai prix de pay-per-view. Puis Fight TV, là, F-I-T-E, Ouais, et non pas Fit. C'est F-I-G-H-T. Fit TV, ouais. Fit TV. Ou, comme si vous écoutez de la lutte en ligne, vous le connaissez déjà. La ROH passe leur pay-per-view là si vous n'êtes pas abonné à leur site. Donc, c'est une façon traditionnelle de commander. Tu as parlé de deux noms, tu as parlé d'Hangman Page et de Pac. Ces deux gars-là devaient s'affronter. Finalement, le combat a été cancellé pour des raisons de différence créative. Ça, c'est la version officielle qu'on a donnée. Là, ce qu'on sait, ce qu'on entend, c'est que Pac, depuis qu'il est devenu champion à Dragon Gate, prend ça très au sérieux, refuse de perdre
dans tous les autres bookings indépendants qu'il a, à cause que il dit « Je suis champion à Dragon Gate, je devrais pas... Semble-t-il que c'était même pas parce qu'il était censé nécessairement perdre contre Hangman Page, mais c'est que il se voyait éventuellement se battre contre Kenny Omega, puis là, il devrait perdre contre Kenny Omega, donc il pense vraiment à long terme. Du moins, c'est ce qu'on entend. Peut-être, là, c'est ça. On entend plein de choses là, sur est-ce que c'est parce qu'on voulait pas faire un no-finish dans le premier pay-per-view de All Elite. Puis de l'autre côté, c'est une belle façon de construire Pac comme un vrai de vrai méchant, vu que c'est un part-timer de toute façon. C'est peut-être, tu sais, s'ils le rendent public, ils ont mis le combat qu'ils ont fait en Angleterre gratuit sur YouTube, alors que c'est AEW qui payait les deux talents. Donc c'est un combat d'AEW, mais dans une autre fédération. Il y a probablement un fond de vérité, mais ils se sont dit on va l'utiliser tant qu'à ça, puis Pac va être hué out of the building dès qu'il va mettre le pied là. Donc... Ça en a fait parler de la compagnie toute la semaine. Oui, puis Page remonte en même temps, parce que là, peu importe c'est quoi le combat de Hangman Page, tu le fais gagner, puis il y a un pop de fou. Là. Donc c'est bon pour tout le monde, même si normalement ces chicanes-là, c'est dur de prendre le bord du gars qui veut pas faire le work. Ouais. Mais son point se défend. C'est vrai qu'il est champion du monde, puis c'est sa priorité 1. Il considère que Dragon Gate, c'est son home base, puis il veut pas ternir ça. Puis il y a le fait qu'on n'a aucune idée de c'est quoi la vérité au non, travers c'est ça, de tout c'est flou. Est-ce que c'était le plan all along? Est-ce qu'il savait que ce combat-là était pas sur le pay-per-view, puis que c'était juste... pour driver de l'intérêt. On le sait pas. Va falloir... C'est ça présentement qui est le fun avec All Elite, c'est que là, on ne sait pas, il va falloir attendre de laisser les choses se développer pour voir c'est quoi le produit qu'on va nous offrir puis à quel point ça va être intéressant ou pas. Les Young Bucks affrontent les Lucha Bros pour les ceintures mondiales tag team de Triple A. Ça va être du bon. C'est pour ça que quand on a parlé de main event tantôt, j'étais pas sûr parce qu'ils ont fini en ligne avec le combat par équipe, puis on pourrait aussi finir la carte avec ça. Je serais pas surpris. C'est l'élément contendership. S'il n'y avait pas eu le contendership entre Omega et Jericho, je pense qu'il terminait avec les Bucks contre les Lucha Bros parce que ça va être de la bombe. Là, y a-tu un championnat par équipe de AEW en jeu? Non, pas encore. C'est le Triple A Tag Team Titles qui ont volé aux Lucha Bros pendant un gala ce printemps. Puis, parenthèse, j'aime ça, moi, qu'il n'y ait pas de ceinture en jeu de All Elite à soir, parce que là, il aurait pu faire ça. Il aurait pu là, avoir un combat pour la ceinture principale, un combat pour la ceinture par équipe, un combat pour la ceinture de milieu. Ouais, non, c'est ça. Puis là, ça crée tu crées une situation où pourquoi eux autres sont en haut, pourquoi eux autres sont... Là, comme tout est free encore, on sait pas ce qui va arriver. On dirait que... Je me demande si on va pas attendre la télé pour commencer à établir vraiment des titres. Ça serait une très bonne idée. De juste, tu sais, ils veulent comptabiliser les victoires, les défaites. Exactement. Ben, construis-le de là. Ah ouais, toi, t'es 3-0 depuis qu'on fait des galas. Ah ben là, tu vas avoir une chance à être aspirant, puis tout ça. Donc, tu sais, là, t'as mis des balises pour 2 aspirants. Fine, faut que tu gagnes des combats. Mais après ça, construis vers l'avant. On sait pas quelle ceinture il va avoir. On présume que c'est un championnat par équipe, un championnat du monde, puis peut-être un championnat intermédiaire, mais on sait pas. Féminin, fort probablement, parce qu'ils ont investi dans la division féminine. Mais gars, pour l'instant, là, c'est de la lutte. C'est parfait. Il y a des combats féminins. Britt Baker affronte Nyla Rose puis Kylie Ray. Ça risque d'être un très bon combat. Britt Baker est bonne. Britt Baker c'est des bonnes workers. C'est une des tops. Puis il y a un combat. On veut apparemment, du côté de l'Elite, utiliser les femmes japonaises un peu de la manière que la WCW avait utilisé les Cruiserweight à l'époque, comme étant quelque chose qu'on voit pas ailleurs, puis qui va apparemment peut-être venir nous surprendre. Fait que là, il y a un combat à Tag Team à 6. Je vous les nommerai pas parce que je les connais pas, vous les connaissez pas. J'ai pas la prétention de les avoir vus. Il y en a une là-dedans que j'ai déjà vue, that's it, là. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'elles vont offrir comme spectacle. Stéphane, Kip Sabian, Sammy Guevara, est-ce que tu les connais un peu? C'est des jeunes prospects. On les a vus sur la scène indie. Ça va être un bon show. Mais je peux pas dire que j'ai une connaissance approfondie. J'ai vu quelques combats seulement. Là. Mais ça fait partie du... Tu sais, ils ont signé des prospects, puis ils sont dans cette gang-là. Là. Moi, tu me demandes pas si je connais? Non. OK, c'est parfait. L'autre question va être pour toi. On a SoCal and Censor qu'on connaît, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, qui affrontent Strong Art. Fait que Mathieu, tu peux me parler de Sima, de T-Hawk, puis de El Lindaman. Des très bons workers. Ils ont comme une belle feuille de route derrière eux. J'ai hâte de voir leur chimie, puis...
Non, j'ai aucune Puis idée. plus Je sérieusement, connais juste Christopher Daniels. Ironiquement, j'en sais pas tant plus. Là. Les autres aussi sont dans le bassin. Tu sais, je connais les noms, mais je les ai pas vraiment vus sur des cartes à proprement parler. Là. Mais c'est bon, parce qu'il faut que tu construises d'autres noms. Puis tu sais, la PWG avait cette fonction-là aussi. Tu connaissais pas les gars avant qu'ils soient big à PWG, puis après ça, ben, tu les adoptes, puis tu capotes sur eux autres. Là, donc, why not? SCU, c'est des bons vétérans. Ça, normalement, ils donnent un bon show. Je suis assez confiant que ça va être le fun. Puis le dernier affrontement qu'on a présentement de cette carte-là, ben, c'est l'affrontement génération contre génération. Cody contre Dustin. Quoi dire à part que ce sera pas nécessairement un grand combat de lutte, mais ça risque d'être un combat où l'émotion risque d'être très présente, puis c'est sur ça qu'on va jouer. C'est un sans faute. Peu, le build-up est un sans faute. L'affrontement entre Cody et Nick Aldis, on avait réussi à créer un buzz autour de ce match de championnat-là, même si ce titre-là ne veut dire fuck all. Puis l'affrontement entre deux frères. Mais surtout avec l'angle qu'ils ont adopté pour le préparer, c'est-à-dire Cody veut que sa victoire sur son frère signifie la mort de l'ère attitude. Avec cette prémisse-là, je vois difficilement comment Dustin Rhodes pourrait avoir le dessus, là, parce que justement, c'est comme le statement de la fédération au complet. Là. Nous, on amène quelque chose d'autre. C'est pas juste l'ère attitude, à la limite, c'est la WWE qui est du passé. Maintenant, nous, on propose le futur. Donc, vraiment, un match passage de flambeau. Leur attitude a besoin d'être amenée dans le shed avec le 12. C'est ça. À All-In, Cody s'était donné un plus petit rôle, mais là, il va s'en donner un pas pire. Puis ironiquement, c'était les 3e anniversaire de la libération de Cody par la E cette semaine. Puis son Future Endeavor a très, très bien viré. Soit dit en passant. Là, c'est sa fédération, son gala. Dustin, s'il se fait pas enterrer ou quelque chose du genre, il va y avoir une symbolique de... On t'amène en arrière de la chaîne, puis on t'achève. Puis c'est le pouvoir d'attraction de Cody, parce que Nick Aldis, en tant que champion de WA, c'est un somnifère ambulant. J'ai rien contre le gars en tant que tel, mais le ring est un somnifère. Mais le combat 2-3, j'étais sur le bout de ma chaise, alors que c'était de la lutte correcte. C'était bon, mais c'était pas non plus spectaculaire. Mais l'histoire était complètement folle. C'est Cody, c'est all Cody. Cody est le fils de Dusty beaucoup de ce côté-là, le côté psychologique autour d'un combat de lutte. Puis depuis sa libération de la WWE, il y a le don de nous faire sentir que ces combats sont importants. C'est ça, il se donne des rôles ingrats, il paraît mal, il paraît pissou, il n'a pas peur de se mettre en scène pour donner l'avantage à son adversaire. Contre Kenny Omega, il y avait toute l'ingratitude du monde. Là. Il était jaloux, possessif, name it, mais ça a donné de la bombe de storyline. Là, il est un peu plus noble parce que c'est comme sa fédération et tout ça, mais il se donne quand même le rôle du gars qui veut tuer l'attitude era. Là. C'est pas particulièrement populaire comme position auprès d'une certaine portion de l'auditoire. Donc, c'est risqué comme proposition. Il veut tuer ce qui a amené la majorité des fans de lutte à la lutte. Donc, non, c'est très ambitieux, puis c'est samedi soir, puis je vois pas ce que je vais faire d'autre de mon samedi à part ça. Là. À ne pas manquer. Puis là, je vous parle à tout le monde individuellement. Je pense que toi, chaque personne qui a ne serait-ce que chialé une fois sur la WWE, sur notre page Facebook, dans son salon, je pense que tout le monde a une responsabilité de commander cet événement-là. Pas de le streamer gratis. Non, tu payes pour. C'était vrai pour All-In, puis c'est comme, on dirait, comme un peu plus vrai encore cette semaine-là. On parle souvent de vivre les moments, puis c'était un moment historique, mais ça, c'en est un. Puis là, vous avez l'opportunité d'en faire partie, puis de peut-être faire partie des bases d'un nouveau mouvement qui peut révolutionner puis changer le monde de la lutte. Puis il va clairement avoir des annonces. Puis ça va être un point pivot. C'est ça. Puis l'écouter en direct va faire son sens parce qu'après, tu vas te le faire gâcher un petit peu. Si vous trouvez ça cher, invitez 3 chums. Ouais, non, c'est ça. Faites-en une soirée. La seule exception que je pourrais vous donner, si vous êtes dans la région de Québec, c'est parce que c'est Golden Opportunity. Oui. C'est samedi soir aussi? C'est samedi soir aussi, donc c'est le gros samedi. Ça, je peux vous pardonner. Si vous encouragez la NSPW avec son plus gros gala de l'année, ils ont plein d'invités, Thomas Dubois contre le champion du monde. Et sérieusement, si c'était pas Double or Nothing puis que je pouvais aller à Québec, ça serait mon plan. Mais c'était barré de Québec, je pense. Ouais, ben, même pas tant que ça, Québec. Mais tu sais, il y a Mil Muertes qui est en équipe avec Frankie TM. Je suis comme, OK. Je suis
T'es intrigué, Ouais. donne-moi ça. Fait que si vous écoutez pas Double or Nothing, puis que vous êtes à Golden Opportunity, c'est correct. Sinon, vous êtes mort en Ouais, dedans. il n'y a aucune autre raison. C'est la seule raison valable. Famille, amoureuse, souper, non. T'écoutes Double or Nothing. Puis le point, ça va être le point final de l'émission. Écoutez point. bien ça. C'est tellement important que vous écoutiez Double or Nothing qu'il n'y aura pas de minute culturelle. Ah non! La minute culturelle, cette semaine, c'est Écoutez écouter d'abord. Double or Nothing. Double or Nothing. Assurez-vous que vous avez une carte de crédit qui a de la place dessus pour commander Double or Nothing. C'est juste ça. That's it. J'ai une dernière petite affaire. C'est pas culturel, c'est lié à la lutte. Stéphane, tu as dit, ça fait 3 ans que Cody a été Oui. libéré. Autre anniversaire malheureux. 20 ans aujourd'hui Ah que oui. Owen Hart est mort. C'est vrai. Je l'ai partagé ce matin. On finit sur un down. Je finissais sur un esti de beau message d'un appel à la nation, puis toi, Raison de plus pour bouder la E, ils ont tué Owen. Mais c'est ça. c'est pour ça que c'est pas toi qui ose C'est ce ça. show-là. C'est pour ça. Chacun son rôle. That's it. C'est ça. Je quitte. C'était un fret.